Ashti va vous parler. Sachez qu'elle est en Inde actuellement. Et donc, je lui laisse très, très rapidement la parole pour qu'elle puisse donc exposer son parcours personnel, son parcours spirituel, dire quelle foi l'a inspiré, quelles ont été soit les textes, soit les personnes qu'elle a rencontrées, soit les activités auxquelles elle a pu participer. Et, à la suite, et puis elle nous donnera sa conception de ce qu'est l'esprit, puisque c'est l'esprit qui nous réunit, c'est la réalité donnée à l'esprit qui nous intéresse, mais on voit qu'il y a plusieurs approches, il y a plusieurs angles, et chaque sensibilité humaine est porteuse d'une incarnation de cet esprit. Et voilà, nous avons maintenant la joie d'accueillir Ashti, première incarnation de la diversité spirituelle. Donc je te laisse tout de suite la parole. Elle va parler pendant une quarantaine de minutes. Vous avez vu la présentation d'Ashti sur des bredis noirs. Oui, je dis quand même que sur des bredis noirs, je vous invite à vous inscrire, à mettre votre mail pour recevoir la suite des invitations, des conférences qui auront lieu par la suite. Et vous verrez à chaque fois, avant chaque conférence, vous aurez une présentation de l'intervenante ou de l'intervenant qui est prévu. Donc, ça sera systématique. Il y aura toujours ça. Comme ça, vous saurez toujours un peu à quoi vous préparer. Voilà, Ashti, à toi la parole. Ok. Bon. Quel honneur. Quel honneur d'être la première dans ce cycle-là. Et je suis vraiment honorée de dire oui à l'invitation. J'ai dit oui, vraiment un grand oui, quand Jean-Luc m'a parlé de ça, parce que je trouve que c'est vraiment précieux de pouvoir se retrouver dans toute tradition, dans toute culture, au-delà, de voir qui est l'humain derrière. Je crois qu'on est tous, en tout cas pour moi ici, on est tous avant notre couleur, avant notre culture, avant notre conditionnement, avant nos croyances, avant peu importe notre pratique ou nos allégeances de croyances religieuses ou spirituelles, on est des êtres. On est cette flamme, ce feu d'amour qui est là et qui, je crois qu'on se cherche tous. Donc, moi, j'ai l'impression que en tout cas, c'est ça, mais c'est ça que je vois dans chaque être, dans chaque personne. Il y a l'enveloppe autour, ce qu'on peut appeler le mondain, et au cœur de ça, il y a le sacré. Donc, mais c'est pas séparé. Hein? Souvent dans notre vie, il y a des gens qui disent j'ai une vie spirituelle et j'ai une vie matérielle. Et Ashti, comment on ferait pour unifier les deux? J'arrive pas. J'ai soit ma vie spirituelle et c'est complètement séparé de ma vie. Et ça peut être mon expérience. Je n'ai pas trop de réponse à ça parce que souvent, c'était ah oui, c'est séparé. Et, et très jeune, donc je pense que je vais répondre au mandat qui est donné à travers, peut-être vous parler de mon vécu, de mon cheminement et des grandes peut-être bascules qui sont arrivées pour moi dans ma vie à travers des expériences spirituelles qui m'ont permis de renchérir et de me rapprocher plus encore de cet amour, parce que je l'appelle comme ça, de cet amour, de cette paix qu'on est. Et qu'on est tous, hein, qu'on est avant tout. Et le reste, ça change. Hein, les formes changent. Donc, effectivement, je suis née dans une famille de 7 enfants et vu qu'on parle un peu d'allégeance religieuse, je viens d'une famille quand même catholique, chrétienne, avec des parents assez pratiquants. Ça peut être intéressant pour la suite de l'histoire après. Et je suis la dernière de la famille de 7 et donc c'est une époque où mes frères et mes sœurs ont beaucoup critiqué et ont beaucoup démêlé l'histoire d'aller à la messe, de ne pas aller à la messe et tout. Donc moi, quand je suis arrivée, c'était rendu très ouvert et je n'ai pas eu là, cette pression de dire qu'avait l'éducation ou la religion catholique au Québec. Je viens du Québec à l'origine, ouais. À cette époque-là, avec des règles quand même assez sévères. Donc,
je suis arrivée à une époque où ça s'ouvrait finalement, où les gens avant moi, les, les gens des années 60, 68, des années, non pas des années 68, mais des années 50, des années 40, ont fait le chemin avant moi. Et, euh, et donc, pour moi, ça a été beaucoup la nature. On vivait dans la nature et je, très jeune, depuis que je me souviens, en fait, je marche dans la forêt, je marche dans le champ avec les rochers. Et pour moi, il n'y a pas de séparation entre moi et les arbres, et moi et les fleurs. Et j'ai mes amis, les oiseaux, et on communique ensemble. Et je parle aux arbres, et ils me répondent. Et bien sûr, pour moi, quand je parle aux arbres, à l'époque, je ne le savais pas parce que j'étais toute petite. Hein. Ça se passe entre peut-être 8 ans jusqu'à 15 ans. C'est assez intense. L'enseignement que je reçois en connectant avec l'esprit de l'arbre, l'esprit des fleurs, l'esprit des rochers, l'esprit des oiseaux. Et je sens que c'est direct. Donc, des fois, je parle à voix haute, mais souvent, c'est quelque chose que je reçois qui est d'une très grande clarté. Et, euh, et ils m'ont appris à vivre. Ils m'ont appris à c'est quoi la vie, comment ça se passe, c'est quoi les lois de la nature. Euh, donc, beaucoup de joie, c'est pas que j'allais les voir avec une question, hein, c'était que ça se passait là, quand je voyais l'abeille arriver sur la fleur, ben, je regardais et je sentais que là, j'étais dans un cours de voir comment ça se passe, la communication, l'échange. Donc, quand on parle de diversité, je veux dire, j'ai vu très jeune toute cette reliance finalement, toute cette reliance qu'il y a entre l'oiseau qui se laisse, ou les arbres qui se laissent danser avec le vent. Voyez-vous? L'arbre qui laisse le vent le caresser et qui fait sa danse et qui nous l'offre, ou le chant de l'oiseau qui nous offre son chant gratuitement comme ça, sans dire est-ce que je chante faux, est-ce que tu vas m'aimer, ou les fleurs qui s'offrent naturellement également, sans penser est-ce que je suis assez grande, est-ce que je suis assez belle, est-ce que je suis trop, hein? Parce que nous, c'est ça un peu dans notre vie que je rencontre, dans les gens que j'accompagne, c'est que cet élan-là de, d'offrir notre amour, d'offrir notre joie, il a été beaucoup, beaucoup restreint par c'est pas le bon moment, t'es pas assez, t'es pas de la bonne couleur, t'es pas de la bonne forme, t'es pas de la bonne... OK, je pense que vous me comprenez dans ce que je veux dire. Et donc maintenant, les gens, on est effectivement un peu confus dans, dans c'est quoi être naturel. C'est quoi laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer. Alors, on est tellement coupé que qu'est-ce que moi je vois, c'est qu'on est rendu à induire des mouvements artificiels. On cherche de l'intensité dans des tu vois, je sais pas, aller vivre tout nu en forêt pendant 15 jours, tu vois, à faire le tour du monde en 3 semaines, ou tu vois, ces espèces de choses qu'on voit maintenant très, très intenses pour sentir la vie. Mais je suis très contente de pouvoir avoir grandi et avoir eu ce rapport-là. Moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Je pensais que tout le monde avait ce rapport-là, évidemment. C'était tellement naturel. Et c'est à l'âge de 14 ans où je me suis rendu compte que oups, mes parents ne voyaient pas la nature, ben, ce qu'on appelle la nature. Là, on va parler comme la nature avec les arbres et l'herbe et les animaux. Mais pour moi, l'humain fait partie de la nature. On est tous la nature. On est la vie. Hein? On n'est pas, il n'y a rien de séparé. Et quand je me voyais danser dans les champs ou suivre le papillon qui me montrait comment, comment avec tout plein de délicatesse on peut aborder une situation ou comment changer de la fluidité, ben, je me pratiquais derrière lui et je faisais comme lui et c'est comme ça que l'enseignement rentrait en fait compte. Donc, vous comprendrez que je me suis ennuyée beaucoup à l'école parce que je trouvais ça vraiment arriéré et je trouvais ça vraiment... je me disais, oh my God, qu'est-ce qu'on n'apprend rien ici? C'était tellement riche et tellement beau ce que moi je vivais que je trouvais que là, si on était dans le passé beaucoup à l'école.
Mais j'ai eu la chance d'être assez bonne pour apprendre vite et pas avoir de problèmes au niveau de l'éducation, en tout cas dans le système scolaire, et de pouvoir être assez libre à travers ça et de pouvoir vivre toute ma créativité de façon parallèle. Et donc, pour moi, ça a été la première étape qui est encore très vibrante en moi de, d'écouter, hein, d'écouter et de voir que pour moi, j'ai toujours dit, je le dis encore, que la nature, c'est mon maître. Pour moi, c'est comme si on écoute, si on regarde, à chaque instant, il y a quelque chose qui va nous parler. Et nous, ce qu'on fait, mais je vais peut-être en parler plus tard, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'écoute pas, on interprète et on juge, on analyse, on met nos pensées, nos croyances par-dessus ce qui est en train de se passer, au lieu d'être complètement transparente, ce que j'appelle être un peu tout nu, hein, disponible, simplement disponible. Et, et ça m'a amené dans une connexion intérieure, un monde intérieur très vivant, très riche, et que j'ai réalisé que je ne pouvais pas nécessairement partager tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, à 14 ans, là, j'ai vu que c'est pas tout le monde qui pensait ou qui vivait la même chose. Et, euh, et, et ça a été un point un peu de disappointment, comment on dit en français, Déception. de déception. Et en même temps de réajustement. Donc, ça continue mon petit chemin. Ça, c'est ma première expérience. Et c'est... Donc, ça m'a fait développer beaucoup la confiance. La confiance que tout est là, la confiance que tout est disponible. Ça m'a développé aussi mon intuition. Je ne savais pas à l'époque parce que c'est après, hein, j'en ai fait le nom de mon école, c'est l'école de l'intuition. Et donc, cette capacité d'écoute sans analyse, mais la réception directe de l'information. Je continue mon cheminement, puis peut-être une expérience que j'aimerais, des points de bascule, un des points de bascule que j'aimerais vous partager, c'est tout le contact avec la nature, avec le corps, m'a amené à la rencontre des chamans. Et c'est sûr que je suis sur une terre où il y a les Amérindiens avec leur culture. Je suis très inspirée et j'ai toujours été très près de l'enseignement des Amérindiens dans leur façon de respecter, dans leur façon d'avoir de la gratitude, dans leur façon de finalement de rien prendre pour acquis dans la relation à l'autre et avec la nature. Donc, c'est à l'autre, hein. C'est à l'autre, ce qu'on pense être l'autre, mais qui finalement est nous. Donc, ce grand respect m'a beaucoup inspiré. Et ce regard sur l'autre. Je me souviens, entre autres, une femme qui me disait et toi, qu'est-ce que tu as à offrir? Voyez-vous? C'est une façon d'aborder, c'est pas qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu es, c'est quoi ton titre et qu'est-ce que tu fais. Voyez-vous, c'est et toi, qu'est-ce que tu viens offrir? Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un regard aussi, à partir de l'esprit, de voir qu'est-ce qu'on vient s'offrir, qu'est-ce qu'on vient offrir au monde. On n'est pas des mendiants, on n'est pas des petits qui ont rien, qui sont vides, qui ont besoin d'être remplis. On est la lumière, on est l'amour plein qui vient s'offrir. Et il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on arrête de se retenir parce que je pense que le monde a soif. Je pense qu'on a tous soif, on a tous faim. Et, euh, et, et tant mieux que ces rencontres existent ou des êtres qui ont envie de dire, ben, OK, on peut y aller. On peut s'offrir dans toute la simplicité de ce qu'on est. Ça n'a pas besoin d'être spécial. Ça n'a pas besoin de... Donc, la rencontre des chamans m'ont amené à vivre une expérience de mort, en fait, et une mort consciente. Et dans cette mort-là,
j'ai quitté le corps et tout. Il y avait toute une préparation, tout un rituel. Et bon, pour moi, ça s'est avéré être une expérience très, très forte et qui m'a fait basculer dans quelque chose parce que j'ai effectivement rencontré d'autres dimensions. Et, euh, et depuis très jeune, effectivement, je ne vous ai pas dit, mais j'avais comme des guides aussi avec la nature. J'avais comme des personnes que j'appelais mon guide qui étaient là et avec qui on discutait, avec qui on parlait de tout, de rien. Et je sentais vraiment une présence qui était très enveloppante et qui était très... pour moi, c'était naturel, en fait. C'était pas un guide là, comme un ange ou quelque chose, comme un dieu. C'était mon ami, c'était comme ça que ça se passait. C'était mon lien avec ma famille, en fait, d'où je viens, parce que à un moment donné, je me suis demandé si je venais vraiment d'ici ou si je venais pas d'ailleurs. Hein. Et je pense que je viens d'ailleurs. Peut-être qu'on vient tous d'une autre planète. Mais donc, j'ai rencontré, à travers cette expérience de mort, j'ai rencontré à un moment donné un espace avec beaucoup, beaucoup de lumière et l'amour pur, en fait. Il n'y a plus de mots rendus là. Là. C'est bien sûr par après qu'on met ces mots-là, mais c'est un bain de béatitude que j'avais jamais rencontré avant. J'avais jamais connu cette qualité d'amour qui est, euh, qui est, qui est enfin, où je me suis entendue dire, enfin, je suis arrivée à la maison. Enfin, je suis arrivée à la maison. Et, euh, Et pour moi, quand j'ai retrouvé ces guides-là que j'avais perdu de vue depuis quelques années, qui n'étaient plus là, et puis c'était OK. Et j'étais très touchée. Je me disais, ah, vous êtes ici, waouh, c'est comme, waouh, mais je veux rester avec vous. Enfin, ma place est ici, c'est clair. Tu vois, c'était une certitude qu'enfin, j'étais arrivée là où je voulais aller dans ma vie. Je cherche ça depuis toujours, sans le chercher consciemment, parce que j'avais peut-être une vingtaine d'années. Mais et ils m'ont dit, ben, tu peux peut-être rester, mais est-ce que tu es sûre? Ben, je dis, ben oui, mais c'est évident que je suis certaine. C'est sûr que c'est ce que je veux. Je veux dire, vous n'avez pas vu les gens, ils n'ont rien compris. Je veux dire, les gens, ils comprennent rien. Tout le monde est fermé. Tout le monde ne voit rien. Tout le monde sent rien. Tout le monde se promène comme avec des œillères. Ils n'ont pas accès au vivant. Et donc, j'en ai assez. J'en ai assez parce que c'est ennuyant, ce monde-là. Ils m'ont dit, ben justement, tu vois, c'est comme là, avec ce que tu viens de rencontrer, ce que là tu rencontres, ben ce serait bien que tu puisses venir le partager sur la Terre. Je me suis dit, ben voyons donc. Et bon, je pense que je suis née d'une nature très disciple, on peut dire, très naturellement au service depuis que je suis petite. Et, euh, et pour moi, c'était comme l'évidence que si ces grands êtres-là, que je vouais un respect total, une confiance aussi, me disaient, ben, peut-être ça serait bien que tu retournes et que tu puisses vraiment transmettre ou partager cette lumière d'amour, cet état d'amour que tu rencontres ici. Et c'est pris la décision de dire, ben, si vous me le demandez, c'est OK. Je ne sais pas comment, je pense que ça va être très, très difficile, mais OK, OK. Et là, c'est fait la redescente dans le corps, la reprise de la respiration et le chaman qui a pu... les chamans à l'époque m'ont beaucoup aidé finalement à comprendre ce qui se passait en moi et à reconnaître ce qui se passait comme étant comme un peu un catalyste, un catalyseur, je ne sais pas comment dire. Catalyseur. Catalyseur de phénomènes et de permettre à des gens de rencontrer directement des espaces. Et je ne le comprenais pas trop, je voyais ce qui se passait. Et donc, les chamans m'ont permis vraiment de venir comprendre et d'apprivoiser ce qui se passait naturellement en moi. Et à ce moment-là, le chaman a vraiment vu là, que je n'avais pas juste fait un trip, mais que j'avais vraiment fait une rencontre très importante et ça a été aussi précieux, cette reconnaissance-là. Je pense qu'elle est importante dans nos vies, qu'il y ait des gens à un moment donné qui reconnaissent aussi ce qui se passe en nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place
où on peut venir vraiment poser nos expériences spirituelles. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent et qui diminuent ou qui ont peur parce que, je dirais, surtout en France, on peut parler entre nous, mais surtout en France où il y a vraiment un chapeau là, de peur qui est là, dans lequel vous avez grandi tant bien que mal et avec grande force parce que ça prend de la force pour traverser, pour être capable de, de, de s'ouvrir. Mais c'est partout, je pense, dans le monde comme ça. Et Donc ça, Ashti, oui, Ashti, justement, je voudrais si tu permets, donc puisque tu en arrives à parler de cette difficulté que dans notre pays tu as pu remarquer pour exprimer cette vie intérieure particulière qui ne rentre pas dans les cadres de la société habituelle. Et tu parles dans l'article que j'ai fait sur toi, tu parles de la nuit de l'âme. oui, Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu oui. Mais de, c'est ça de, Je ne sais pas si j'arrive là directement ou je vous parle de ma deuxième bascule, parce qu'entre-temps, après, j'ai rencontré, parallèlement à ça, j'ai rencontré mon premier maître spirituel, qui est Osho, qui est un Indien, un mystique indien, qui est décédé en 1990 et j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer physiquement juste avant son départ. Et c'est dans les années 80 que je l'ai rencontré, mais je ne cherchais pas un maître. J'avais beaucoup de jugements sur les maîtres spirituels et ça ne m'intéressait pas. Pour moi, la nature j'étais déjà comblée avec ça. Mais pour faire l'histoire courte, à un moment donné, il y a eu un cœur à cœur, une ouverture dans mon cœur. Et là, quand on tombe en amour, j'ai entendu la résonance que tu es ton propre maître. Et ça m'a rassurée. Et ça le fait que oui, ça le fait que oui, j'ai envie de donner, de m'engager un pas de plus dans mon cheminement à honorer ce maître intérieur que j'avais déjà reconnu et et que je crois que je connaissais pas encore dans toute sa grandeur, mais j'avais, à travers au show, ce oui-là était le oui à honorer que connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Rentre à la maison et sois ton propre maître. Donc ça, c'est les phrases qui m'ont beaucoup marqué de Osho. Une autre qui était très intéressante dans le contexte actuel, c'est Osho disait, moi, je veux que mes disciples soient capables de prier partout. Dans une mosquée, dans un temple, dans la nature, dans une église. Il n'y a pas tous ces lieux-là, c'est la même chose. C'est la résidence de l'esprit, c'est la résidence de l'amour, du cœur. Et donc, il n'y a plus de différence. Arrêtez de faire une différence que c'est seulement soit dans une mosquée ou soit dans une église qu'on peut prier. Non, c'est partout. C'est disponible partout. Ces lieux-là, c'est des lieux sacrés, c'est des lieux chargés. Et moi, j'aimerais que tous mes disciples soient ouverts à aller méditer partout. Et ça, j'ai trouvé ça très inspirant, très, très inspirant. Je partageais aussi cette vue-là. Et donc, cette deuxième bascule qui est arrivée, c'est le jour où je suis arrivée à son ashram en Inde. Et il y a un rassemblement le soir. Et donc, tout le monde va l'écouter. Il sort juste une fois par jour maintenant. Et donc, je me prépare tout simplement pour aller à la rencontre. Et donc, je m'assois, j'attends. On a à peu près 3000 personnes dans le hall. Et donc, je m'assois là et Osho arrive et je sais qu'il me regarde. Je sais qu'il me voit. Je me sens tout nue, transparente. Il n'existe plus que lui et moi. Je ne vois plus rien d'autre. Et c'est pas parce qu'il me regarde physiquement, hein. Je veux dire, parce que à 3000, pour ça je vous dis, on est 3000 personnes, mais l'expérience que moi j'ai vécue, c'est cette connexion directe où il n'y a plus juste lui et moi, il est en dedans de moi, il n'y a plus de séparation. Et là, mon corps s'effondre et mon corps se prosterne sur le sol. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans la culture indienne, c'est dans leur culture de venir s'agenouiller au pied du maître et de toucher le pied du maître en guise de, de, de reconnaissance et en guise d'humilité de se mettre plus petit que
que plus grand. Et moi, j'ai toujours trouvé ça, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est quoi ces rituels-là? C'est pas ma culture, hein, en bonne nord-américaine. Et donc, j'avais pas accès à ça. Mais là, j'ai rien fait. C'est pas moi qui ai fait le geste. D'ailleurs, dans ce là, il y a personne qui faisait ce geste-là. Là. C'est juste que dans l'énergie, mon corps s'est lui-même offert dans ce geste de dévotion, dans ce geste d'humilité, et s'est effondré. Et moi, ça a été un choc énorme parce que dans cet espace-là, c'est là que je dirais que j'ai rencontré l'enseignement que j'ai rencontré là, c'est la dévotion. C'est la capacité à m'en remettre. Et c'est toute la voie du cœur qui s'est ouverte à ce moment-là de façon beaucoup plus claire pour moi que c'était par ce chemin-là que la résonance d'amour se faisait. Donc, ça m'a amené à développer mon travail pendant toutes les 20 années qui ont suivi. Hein. Et je suis devenue thérapeute, astrologue, et j'ai commencé à accompagner des gens. Dans mon premier métier, j'étais horticultrice et j'ai beaucoup développé l'agriculture biologique et l'éducation de comment on se nourrit dans notre vie. En tout cas, j'ai vu ma passion pour l'enseignement, pour l'éducation. Et ça s'est poursuivi, mais plus avec les gens, de rencontrer les gens, dans les inviter à reconnaître le naturel en eux, l'alignement en soi de tous nos corps, de toutes nos dimensions, euh, au service de ce feu-là, hein, au service du feu de l'esprit. Ce que je voyais, c'est que beaucoup de gens, en fin de compte, ne sont pas alignés et ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Ils savent pas. Et là, je ne suis pas en train de parler du sens, juste du sens de ma mission. Je suis en train de parler de quelque chose de plus puissant que ça, de plus fondamental de ce qui nous anime. Et et ça m'a amené donc un très, très beau cheminement, une vie tranquille où la paix, mon nom d'initié que j'ai reçu de Osho, c'est de lui que vient ce nom Ashti. Le nom complet, c'est Prem Ashti. Donc, quand je l'ai reçu, ça l'a fait un peu drôle parce que depuis que je suis née, les gens, ils me disaient « Ah, toi, t'es vraiment une peace and love. » Et je ne sais pas si vous avez cette expression-là, fleur bleue, toi, très innocente, qui joue dans la nature. Donc, une nature un peu comme ça que j'ai toujours eue. Et donc, quand je reçois peace and love, ben, on continue à dire « Bon, OK, elle est peace and love. » Et donc, j'ai bien vu que c'était une invitation à rencontrer c'est quoi la paix, c'est quoi l'amour. Et dans ces 20 années-là, c'est ça qui s'est approfondi. C'est quoi la paix? C'est quoi les différentes formes de paix? C'est quoi l'amour? L'amour dans la relation, l'amour de l'autre, l'amour ici, l'amour de soi, l'amour... En fait, il y a eu toutes ces explorations-là à travers plein de rencontres. Et, euh, et donc, ça m'a amené beaucoup dans un chemin à être intéressée par la non-dualité, par l'enseignement non duel, et ça m'a ramené en Inde, là où je suis actuellement, dans le sud de l'Inde, je suis à Tiruvannamalai. Et ça fait plusieurs années que j'ai me ressourcer ici, et c'est là où on a le maître Ramana Maharshi, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous a amené la dimension de la recherche de qui es-tu vraiment? Mais qui es-tu? Qui es-tu si tu ne viens pas t'identifier à ton histoire, à l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, ce qu'on croit être. Hein? Souvent notre personnage, en fait, qui fonctionne. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant de percer ce mystère-là, de percer cette investigation, de voir, mais qui suis-je vraiment? Parce que ce corps-là, il va s'en aller, tout change tout le temps. Mais qu'est-ce qui reste vraiment? Qu'est-ce qui est toujours là? Hein? Qu'est-ce qui est toujours permanent au cœur de l'impermanence? Donc, j'avais pas de réponse, j'avais plein de réponses et j'avais pas de réponse. Mais j'avais plein de réponses, il y avait plein de concepts qu'on peut dire par ça. J'avais des petits moments d'ouverture de cette grande paix, mais ça tenait pas. Et à un moment donné, dans une j'étais en France beaucoup, ça m'a emmenée en France et j'ai beaucoup développé mon travail en France, donc ça m'a ramené en Europe, mais beaucoup en France. Et à la fin 2014, j'ai eu là un chambardement total où j'ai rentré dans cette nuit noire
parce que du jour au lendemain, en plein milieu d'une retraite de méditation que j'animais, je me suis fait arrêter par la justice française à travers ces formes d'associations que vous connaissez peut-être, qu'on nommera peut-être pas ici, mais qui cherchent les sectes, hein, qui cherchent les sectes. Et là, ils avaient décidé que peut-être qu'ils n'avaient pas leur quota pour l'année, donc et ils sont venus chercher chez les petits thérapeutes comme moi qui font leurs petits trucs très simples et sans organisation, sans rien, Et ils ont décidé que là, il y avait envie que je sois une secte ou que je sois le chef de la secte ou que si, bon, on ne savait pas, puis, et que j'avais probablement manipulé mes clients pour qu'ils puissent rester dans le travail d'accompagnement, hein, qu'on faisait ensemble. Et bon, bref, je pense que tout le monde ici est au courant de toute cette mivilude et toutes les conséquences que ça a et toute l'horrible chose qu'ils font dans la société. Donc, j'ai été malheureusement pas à la bonne place au bon moment, mais j'étais une de leurs victimes et je suis rentrée dans leur engrenage. Et une fois que tu es rentrée là-dedans, ben, là, la justice ne faisait que chercher à essayer de prouver qu'il y avait raison de dire on va essayer de prouver quand même que c'est vrai ce qu'elle a fait, même s'il n'y avait personne qui a porté plainte, il n'y avait eu jamais rien qui s'est passé. Bref, sur rien, ils ont inventé une histoire de science-fiction. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée en prison sans avoir un mot à dire et un mot à pouvoir t'expliquer ou à dire, parce que là, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus rien dire. Et là, je suis vraiment été en choc. Et ça m'a amené complètement dans un état un choc. Je me suis effondrée. Et je ne comprenais pas. Je me suis dit, je suis tombée dans une autre époque. Là, ça se peut pas. Là, on ne parle pas comme ça en 2015. Je veux dire, parce que j'avais soi-disant manipulé des gens parce que je les tutoyais ou parce qu'ils pleuraient. Ça, c'était les raisons que j'avais cru entendre. Mais ce que je voulais vous dire avant, c'est que juste avant ça, quelques mois avant, je remarquais que depuis peut-être un an, je n'ai pas la notion du temps, mais ça faisait longtemps que je me disais, c'est pas mal en paix ici. Il n'y a plus trop rien auquel ça s'identifie ici. C'est pas mal tranquille, comme les grands sages nous disent, est-ce que ça serait ça la paix que les grands sages parlent? Cette paix qui est en dehors des situations paisibles et qu'on avait déjà reconnu avec des enseignants spirituels qui avaient reconnu ça en moi et qui m'avaient dit continue à macérer là-dedans, continue à t'ancrer là-dedans, ce que j'avais fait. Et à un moment donné, je me dis, ben, est-ce que ça serait ça? Parce que là, vraiment, c'est pas mal paisible. Je me souviens plus de la dernière fois où ça s'est accroché à quelque chose. Je m'en souviens plus, donc ça doit faire un petit bout. Et donc, je demandais ça. Je demandais ça à la vie. Je demandais ça. Est-ce que c'est ça, la paix? Est-ce que là, ça serait ça dont il parle? Et quelques mois après, je me fais arrêter et je me retrouve en prison. Et là, comme je vous disais, c'est un choc total. Et c'est un monde, moi, je ne connaissais pas ce monde-là. Tu vois, il y en a peut-être qui ont eu affaire avec des avocats avant, qui ont eu affaire avec la police ou des juges. Moi, j'ai jamais parlé à ce monde-là. J'ai jamais eu affaire à rien, même avec des avocats, des juges. C'est un monde que je ne connaissais pas. Les bureaux, les lieux, en tout cas, c'est... Donc, pour vous dire que là, j'ai découvert un autre univers. Et un autre univers qui est absolument pas dans la bienveillance. Parce que, tu vois, je sortais d'une retraite où on travaille sur le cœur, l'ouverture du cœur, le silence, l'écoute. Et là, flac, tchouk, euh, l'arrogance, la manipulation, des mensonges. C'est vraiment... Donc, et ça, après quelques jours où là, le mental allait à 350 km/h, où la paranoïa, l'histoire était à fond, ils vont me tuer, je n'en sortirai pas vivante, c'est un complot, mais pourquoi moi? Mais c'est qu'est-ce que j'ai fait? Mais je comprends pas, où est-ce qu'on est? J'ai changé d'époque, j'ai changé de temps, où est-ce que je suis? Ça y est, je suis morte déjà. Vraiment tout, parce que c'était vraiment gros pour moi de ne pas pouvoir croire à ce que je voyais comme attitude, comme comportement et comme façon d'être.
C'était à Lyon, ça se passait à Lyon. La capitale nationale de monsieur, celui qui était le représentant de la Miviludes. Donc, c'est une région très, très serrée par rapport aux sectes. Et c'est là que ça s'est passé. Donc, j'étais dans la prison à Corba, si vous connaissez. Et donc, ça a duré 3 ans. Après, ils m'ont sorti, mais je n'avais plus le droit de sortir de la France. Je n'avais plus de passeport, je n'avais plus d'argent. J'étais interdite de travail, j'étais interdite de pouvoir avoir accès à un peu d'argent pour vivre et j'étais interdite de sortir de territoire. Donc là, solidarité, fraternité, c'est quoi l'autre affaire? Égalité. Là, je me disais, oh, je ne sais pas s'ils ont compris ce qu'ils disent, les Français. Alors, Ashti, il reste 10 minutes. 10 minutes, OK. Donc, ce que je voudrais, c'est que tu dises comment tu es C'est sorti de ça. tout ça et Donc, comment tu vis ça aujourd'hui. OK. Donc, pour moi, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que sur le lit de la cellule, j'ai entendu, et là, est-ce que tu es en paix? Et c'est là que ça m'a amené dans une toute autre piste. Et là, j'ai su que ce qui se passait, j'étais peut-être dans la petite histoire arrêtée par la justice, mais il se passait quelque chose ici dans la verticalité entre mon âme et moi par rapport à ma quête, par rapport à cette recherche de paix. Et là, on me demandait, parce que c'était pas une pensée qui m'est venue, c'était une clarté. Et là, est-ce que tu es en paix? Et là, j'ai crié, non, je ne suis pas en paix. Sortez-moi d'ici! Puis, non! Et j'avais peur, j'avais peur. Et ce qui s'est fait à ce moment-là, quand ça s'est reconnu que là, j'étais pas toute seule. J'étais en train de vivre quelque chose, qu'on m'invitait à vivre quelque chose et qu'on veillait sur moi. Et là, je me suis dit, OK, là, montrez-moi tout en pleine face. Je n'aurai aucun rôle, rien à défendre, tout ici devant mon champ de conscience, je suis prête. Je veux dire, bien sûr, là, je vous le dis en imagé et par après. Et donc ici, l'invitation, ça a été une grande sincérité, ce que je considère être une qualité essentielle et primordiale dans un chemin spirituel, c'est l'authenticité que j'avais déjà, mais la sincérité de regarder en pleine face ce qui se passe en soi. Et ça, c'est important parce que ce que je vois actuellement, on pourra en parler après, là, ça nous manque encore, cette sincérité-là, même pour les gens sincères. Parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de rester avec le ressenti. On analyse, on interprète et on vient se réfugier dans l'analyse intellectuelle qu'on fait. Et donc ici, l'invitation, ça a été, et c'était tellement fort de toute façon, c'était tellement intense. J'étais à genoux, j'étais dans l'impuissance, on m'empêchait de parler, on m'empêchait de tout. J'étais dans de la violence. Et là, j'ai vu et j'ai compris que ma pratique, depuis 20 ans, ma pratique de méditation, ma pratique de présence, servait à quoi? Servait à ce que je puisse survivre ces 2 mois-là en prison et à me tenir debout. Donc, tu vois, des fois, on se demande à quoi ça sert, à quoi ça sert. Et c'est après qu'on voit, comme là actuellement, ce passage en prison. Et la pandémie et la panique et tout ce qui se passe actuellement me ramène beaucoup dans ces états-là et je me sens encore plus en capacité d'accompagner les gens, comme si j'avais une longueur d'avance de dire oui, je comprends. Je comprends quand tout s'effondre et on tient sur quoi quand tout s'effondre. Donc, cette nuit-là, noire, qu'on appelle, ou peu importe, tout pour moi s'est écroulé. Tout s'est effondré. Et au fur et à mesure, je comprenais rien. Donc, ce qui s'est fait, c'est tout doucement, finalement, c'est comme si ça l'avait fondu. C'est comme si la dernière identification qui restait du un je qui croit exister en tant qu'individu séparé, même si l'ego avait été vu, il restait le grand jeu, le jeu qui dit c'est quand même moi un peu, quand même des fois j'ai raison, quand même des fois ce que je pense c'est bien. Et là, ça a pu être vu à travers les juges, à travers les avocats, que tout le monde mentait devant moi. J'ai pu voir le grand jeu du mental, que le mental finalement, il ment tout le temps.
même quand on raconte des belles choses, pour moi, ce n'est qu'une histoire, qu'une version. Et si on s'attache à cette version, ça fait quoi? Ça fait des guerres de religion. Ça fait des guerres que mon père est plus fort que le tien. Ma façon de prier est plus forte que la tienne, elle est plus belle. Ma façon, mon idée, mon concept, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Parce que moi, j'ai découvert la réalité. Et donc, tout ça pour moi, ce n'est qu'une idée, c'est bienvenu, mais ce n'est qu'une vision. Et de voir qu'il n'y a pas besoin de s'attacher ou de s'identifier à ça. Parce que là, j'avais la preuve, je voyais devant moi, à travers ces espèces de rencontres avec les juges et tout ça, de voir comment ils me mentaient en pleine face. Ils disaient des choses sur moi qui étaient fausses. Et donc, moi, je le sais ici, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça a pris 3 ans pour rétablir l'ordre. Et en même temps, ça a pris ces 3 ans-là pour moi, pour fondre complètement et avoir des expériences spirituelles très, 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 très fortes au niveau de l'amour, de cette reconnaissance, pour un jour arriver à... Voyez-vous, l'exemple que je peux prendre, c'est comme un tsunami. Hein? Je me sentais vraiment pendant 3 ans comme dans une espèce de tsunami, dans une vague. Et en même temps, plus le temps avançait, plus je rencontrais aussi cet espace tranquille qui était dans la gratitude. Tellement que mon compagnon qui s'était fait prendre là-dedans, parce que mon compagnon est indien, indien de l'Inde, mais canadien, mais canado-indien. Et donc, ils ont essayé de nous mélanger ensemble pour essayer de faire une histoire tu vois, qui serait peut-être un film de science-fiction qui se tiendrait encore mieux. Oui, ce que je peux préciser pour l'information de tout le monde, c'est qu'en fin de course, après toutes les opérations de descente de police, les accusations, les procès, etc., finalement, la justice a reconnu que le dossier était vide. Ben oui, ben oui. Le dossier était vide depuis le début, mais on faisait semblant qu'il n'était pas vide. Et je me disais, mais voyons donc, ça se peut pas qu'on ait tant d'argent à mettre, parce que les avocats me le disaient, le dossier est vide. Donc, mais ça va prendre 3 ans. Je dis, ben voyons donc, mais ma vie, mon travail, mes clients, ma vie, tu vois? Mais ma vie. Et ce que j'ai pu voir à travers ça, à travers ce temps, c'est que finalement, il n'y a plus de ma vie, il y a la vie. Parce qu'il n'y a rien de personnel qui est jamais arrivé à personne. Et on ne m'a jamais mis en prison. Voyez-vous, il y a les faits qu'on traverse, il y a des situations qu'on traverse. Mais ici, dans ce qui s'est reconnu comme la paix, on est cela en amont, on est cela. Et ça n'a jamais été blessé, ça n'a jamais été touché, ça n'a jamais été abandonné, ça n'a jamais été maltraité. Et c'est ça qu'on est. Si je me dis, il est temps qu'on reconnaisse notre vraie nature pour arrêter de se blesser autant, de se maltraiter autant, parce que sinon le jeu est complètement une machine à survivre. Et pour survivre, il est prêt à tuer. Pour survivre, il faut que je joue du coude. Et pour vous dire, durant ces 3 ans-là, j'ai eu le goût de tuer dans ma bouche. Moi, la petite fleur bleue, je ne connaissais pas ça. Mais j'ai vu qu'après autant d'arrogance, autant d'acharnement, autant de manipulation, autant de violence, à un moment donné, j'en pouvais plus. Et j'ai goûté. Je me disais, ah, c'est ça que ça goûte quand des gens, à un moment donné, n'en peuvent plus et peuvent faire un geste complètement hors contrôle pour en finir. Et je sentais que j'avais la capacité de pouvoir tuer. Ça me fait peur. Mais en même temps, ça a été très riche comme expérience pour voir comment on crée ça nous-mêmes. On crée la violence nous-mêmes à force de ne pas écouter vraiment comment la vie nous traverse. Et à force de se juger constamment. On n'a pas besoin d'un juge qui nous dit, on est toujours en train de se dire qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on n'est pas trop assez, que c'est pas juste, que c'est pas bien. Et je l'entends encore dans les gens là, que j'accompagne. Donc ici, ça m'a permis beaucoup l'humilité. Ça m'a appris encore une autre dose de grande humilité. Ça m'a enseigné, euh, euh, ça m'a permis de traverser le voile. Ça m'a vraiment permis de traverser ce voile où là, maintenant, il n'y a plus de doute. Avant, il y avait un doute. Est-ce que c'est ça la paix? Maintenant, il n'y a plus de doute. Ça ne se pose plus. C'est reconnu.
Et dans cet espace-là, notre humanité, elle est embrassée. Et vous, c'est ça comment que ça se vit aujourd'hui. C'est que maintenant, ça a juste envie, ce que j'appelle le petit, l'humain, il n'y a plus à être rejeté, comme des fois dans des dimensions spirituelles ou des gens qui sont dans une quête, on rejette cette humanité, on rejette, c'est juste l'esprit qui compte. On va laisser notre corps vivre des choses qui sont parfois difficiles. Et non, parce que ce véhicule-là, c'est le véhicule qui permet de goûter l'amour qu'on est dans toutes ses formes. Comme là, ici, on est ensemble aujourd'hui dans toutes les formes. Hein? Blanc, noir, rouge, petit, grand, jaune, toutes sortes de saveurs, toutes sortes de formes d'expression. Et donc, c'est ça la joie que j'ai actuellement, de, de ramener euh, le respect de notre humanité au cœur de la paix que nous sommes. Mais ce que je vois, c'est que c'est difficile d'accueillir. Et quand je parle d'accueil ici, je ne parle pas d'acceptation, je parle d'accueil. Accueillir ce qui est, se laisser embrasser ce qui est. Et accueillir, c'est vraiment, comme je vous disais un peu tout à l'heure, ce que j'ai mis à l'œuvre à l'intérieur de la prison puis pendant ces 3 années-là, c'est-à-dire être complètement avec ce qui est, sans vouloir rajouter une histoire par-dessus, sans vouloir apporter une conclusion, sans vouloir aller trop vite pour m'en débarrasser et dire, ah oui, j'ai compris, ça c'est de la tristesse, ah ça c'est la frustration, ça me rappelle l'histoire quand j'étais jeune. Tout ça, on fait ça pour prendre refuge, pour ne pas sentir. C'est dommage parce que l'amour qu'on est, elle veut juste sentir, elle veut s'expérimenter. Et elle s'expérimente à travers cette humanité. Et c'est là qu'à ce moment-là, le regard qu'on va poser sur quelqu'un qui peut avoir des différences, hein, des différences dans sa façon de rencontrer le divin, dans sa façon différente d'exprimer, bien finalement, on voit que c'est toute la même chose. Et là, peut-être que je me dis, peut-être qu'on arrêterait la guerre ou qu'on arrêterait ça si. Alors, est-ce qu'on a soif assez pour traverser ce voile ou si on cherche la paix encore dans les situations? Je ne sais pas si je suis claire, tu vois. Eh bien, Ashti, vraiment, merci beaucoup pour ce très beau témoignage, très émouvant, très riche. Je te sens plus forte, plus en paix aujourd'hui que ce que tu as pu connaître en croyant être en paix quand tu étais jeune, quand tu étais en harmonie avec la nature. Là, tu es passé par le tunnel. Et dans le tunnel, tu as, à mon avis, touché la vraie paix qui te permet d'accueillir le présent. Et tu viens de parler de la joie. Je trouve que c'est un bon mot pour terminer cette première partie, si tu en es d'accord. Ouais, 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 Bravo, ouais, Ashti. Bravo. ouais.